Salam alaikum. Chers étudiantes, chers étudiants, MIP, maths informatique physique et A, je prévois de réaliser une série de vidéos dans lesquelles je vais expliquer une partie du cours, bien sûr le cours d'algèbre 2, ou présenter un exemple ou un exercice. Bon, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier exemple sur les sous-espaces vectoriels. Cependant, permettez-moi de vous rappeler brièvement la définition d'un espace vectoriel et la notion des sous-espaces vectoriels. Alors, comme on a déjà expliqué ça au cours, un espace vectoriel, c'est la donnée d'un ensemble non vide, E, muni de deux lois. La loi de composition interne, on va la noter plus. Et la loi de composition externe, on va la noter point, à domaine donc K. Alors, E plus point est un espace vectoriel sur le corps K. Si et seulement si on vérifie, il satisfait les conditions suivantes. La première, c'est que E plus est un groupe commutatif, c'est-à-dire on a l'associativité, l'existence de l'élément neutre, on le note, puisqu'on a la notation plus, on le note 0. Tout élément a une symétrie, ou bien un opposé. L'opposé de x, on le note souvent moins x. Et la commutativité, c'est-à-dire x plus y égale à y plus x. Et ça, bien sûr, quel que soit x, y, appartient à E. Pour la loi externe point, elle doit vérifier les axiomes, les 4 axiomes suivantes. Ces axiomes, vous les utilisez déjà, soit dans l'espace, dans l'ensemble des vecteurs, ou bien dans l'ensemble R, ou bien dans l'ensemble du complexe C. Alors la première, c'est lambda fois mu x, c'est lambda mu x, avec lambda et mu appartient à K, x appartient à E. Lambda plus mu fois x, c'est lambda x plus mu x, c'est-à-dire comme si on factorise, et comme ça on factorise, dans l'autre sens, on développe. La troisième action, quel que soit lambda, appartient à K, quel que soit x, y appartient à E. Lambda point xy, c'est lambda x plus lambda y. Et la dernière action, c'est quel que soit x, on a 1 fois x égale à x. Ce sont les axiomes, ou bien les conditions pour dire que E est un espace vectoriel. Comme vous voyez, il s'agit de 4 plus 4 conditions, donc c'est 8. Je vous rappelle aussi que les éléments de E sont appelés vecteurs et les éléments de K sont appelés des scalaires. Ok. Normalement, pour démontrer qu'un espace est un espace vectoriel, d'après la définition, il faut vérifier les 8 conditions. Mais avec la notion de ce espace vectoriel, on peut réduire ces 8 à seulement 2 ou 3 conditions. Alors, je vous rappelle, c'est quoi un sous-espace vectoriel? Un sous-espace vectoriel. Donc, étant donné E un espace vectoriel, F est une partie non vide de E. On dit que F est un sous-espace vectoriel si et seulement si F est stable pour les lois. De plus, F muni des lois induites est un espace vectoriel. Ça aussi, c'est trop. C'est pour cela on a démontré la caractérisation suivante, qui nous permet de montrer que F est un sous-espace en vérifiant seulement trois
trois conditions ou bien deux conditions. Alors, soit E plus point K espace vectoriel et F une partie de F, de E. On dit que F est un sous-espace vectoriel si seulement s'il vérifie ces trois conditions. Alors, F est non vide. La deuxième, quel que soit X, Y, appartient à F, on a la stabilité pour la loi plus, pour la loi interne, c'est-à-dire X plus Y appartient à F. Et quel que soit lambda appartient à K, quel que soit X appartient à F, on a lambda X appartient à F, c'est-à-dire la stabilité pour la loi externe. Voilà ces trois conditions. Seulement une remarque, pour la première, le fait que F est non vide, il suffit de vérifier que le 0 de E, appartient à F. La deuxième, c'est la stabilité. On peut les, au lieu de ces deux axiomes, ces deux conditions, on peut dire que quel que soit lambda appartient à K, et quel que soit xy, voilà, il est là, quel que soit lambda appartient à K, quel que soit xy appartient à F, il suffit de montrer que lambda x plus mu, plus y égale appartient à F. Bien sûr, si on donne à y0, on trouve la stabilité de la loi externe. Et si on donne à lambda 1, on trouve la stabilité pour la loi interne. Alors on va passer au premier exemple. Il s'agit de l'exercice 1 de 1. Donc on considère RR. RR, c'est R à la puissance R, c'est l'ensemble des fonctions, bien des applications de R vers R. Application. Alors, la première, bon, on a déjà montré que avec les deux lois, donc je vais prendre une nouvelle page. Alors, RR, voilà, je prends R à la puissance R, comme j'ai dit, c'est l'ensemble de F de R vers R, application. On a déjà défini la loi interne. Donc pour F et G, c'est F plus G. Avec F plus G de X égale F de X plus G de X. La loi externe, alors on prend lambda appartient à R et F appartient à R à la puissance R. Donc la loi externe c'est lambda fois F. Ou lambda fois F appliqué à X égale à lambda fois F de X. Ça bien sûr pour tout X. Appartient à R. Pour tout X appartient à R. Alors la première question, c'est de montrer que première question, P, l'ensemble des fonctions paires, est un sous-espace vectoriel. Alors P, c'est F appartient à RR, tel que F est paire. Bien sûr, P est inclus dans RR. Ok? Donc on doit montrer que c'est un sous-espace vectoriel de RR. Theta, l'application nulle qui fait correspondre x vers 0. On a, c'est l'application de la fonction nulle. Ici, on parle des fonctions, donc la fonction nulle, ok, de R vers R. On a bien θ appartient P de x, car θ de moins x égale à θ de x.
ça prouve que P est différent de vide. On va passer maintenant à la deuxième assertion, la deuxième condition. Alors, soit F et G, deux éléments de P, et lambda appartient à R. On a le choix entre démontrer que F plus G appartient à P, puis lambda F appartient à P, ou bien directement lambda F plus G appartient à P. Alors, soit X appartient à R, on a F lambda F plus G de moins X, c'est lambda F de X, moins X plutôt, plus G de moins X. Puisque F est pair, donc F de moins X c'est F de X, donc c'est lambda F de X. G est pair, donc G de moins X égale à G de X. On obtient lambda F plus G de X. Donc, ça il est vrai, quel que soit X appartient à R. Donc, lambda F plus G appartient à P. D'où, d'après la caractérisation, P est un sous-espace vectoriel de R à la puissance R. C'est bon, alors comme vous voyez ici, pour démontrer que P est un sous-espace vectoriel, on a seulement utilisé la caractérisation des sous-espaces vectoriels. On a vérifié seulement deux conditions. On a vérifié que P est différent de vide et quel que soit F et G appartient à P et lambda appartient à R, on a lambda F plus G appartient à P. Alors le deuxième exemple, on a I. C'est l'ensemble des F appartient à R, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions telles que F est impair. Alors on fait la même chose, bien sûr, I est inclus dans RR. Ok. Theta appartient à I. Theta c'est fonction nulle. Theta de moins x c'est 0, c'est moins theta de x. Je vais l'écrire ici. Theta de moins x égale à 0, c'est moins theta de x. Donc le I, l'ensemble des fonctions impaires est non vide. Il reste maintenant la deuxième condition, soit F et G de fonctions impaires et alpha appartient à R. On va montrer que lambda F plus G appartient, montrant que alpha F plus G appartient à I. En effet, soit X appartient à R, lambda F plus G de moins X va montrer que c'est moins. Donc c'est alpha F de moins X plus G de moins X. Puisque F est impair, donc ça c'est moins F de X. Donc c'est moins alpha F de X. G impair, c'est moins G de X. Donc c'est moins G de X. On va factoriser par moins. Donc c'est moins alpha F de X, G de X, c'est moins alpha F plus G de X. Ça bien sûr montre que alpha F plus G appartient à I. Conclusion, bien d'où I est un sous-espace vectoriel de R à la puissance R. Alors,
Donc on voit ici, pour démontrer que le I est un sous-espace vectoriel, on a montré qu'il est non vide. Et alpha I plus G appartient à I. Donc d'après la caractérisation du sous-espace vectoriel, I est un sous-espace vectoriel de RR. Et voilà, l'exemple est terminé. Donc, à la prochaine.